Chaque année, des personnes disparaissent dans les montagnes. Mais parfois, certains cas défient toute explication. Un homme qui est revenu après 2 ans, convaincu que seuls 4 jours s'étaient écoulés. Un touriste qui a disparu en 1 minute sur un sentier dégagé. Et un enseignant qui s'est volatilisé d'une plateforme d'observation bondée pour être retrouvé des années de plus tard dans un endroit complètement différent. Ces histoires ne concernent pas des accidents, mais des mystères que ni les enquêteurs ni les scientifiques n'ont pu résoudre. Si vous vous intéressez à ces disparitions mystérieuses, abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles enquêtes. Voyons maintenant 3 des cas les plus inexplicables qui vous donneront la chair de poule. Le 14 août 1989, Thomas Gordon, 33 ans, géomètre à Salt Lake City, part en randonnée en solo dans la chaîne de montagnes Wind River, dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Thomas était un randonneur expérimenté qui avait 10 ans d'expérience dans les montagnes rocheuses. Il planifiait soigneusement chaque expédition, étudiait les cartes topographiques, vérifiait les prévisions météorologiques et laissait toujours un itinéraire détaillé au poste des gardes forestiers. Ce jour-là, en août, le temps était idéal pour la randonnée. La température était d'environ 18 degrés. Le ciel était dégagé et il y avait une légère brise. Thomas s'est enregistré au poste des gardes forestiers le matin et a laissé son itinéraire précis. Il prévoyait de grimper à environ 3000 mètres d'altitude à travers une série de prairies alpines et de champs de granit, puis de revenir 3 jours plus tard. Le garde forestier a enregistré les informations et lui a souhaité bonne chance. Tout était normal. Thomas a chargé son sac à dos avec l'équipement nécessaire. Une tente, un sac de couchage, 5 jours de nourriture, un réchaud de camping, des cartes, une boussole, une trousse de premiers secours et une lampe de poche. À son poignet, il portait une montre mécanique fiable, un modèle simple sans électronique qu'il portait depuis des années. Il s'est mis en route vers 9 heures du matin. 3 jours passèrent. Le 17 août, Thomas n'étant pas revenu à l'heure prévue, les gardes forestiers commencèrent à s'inquiéter. Dans la soirée, une première vérification fut organisée. Peut-être avait-il simplement pris un jour de retard, décidant d'explorer une zone supplémentaire. Le 18 août à midi, Thomas n'étant toujours pas réapparu, une opération de recherche à grande échelle fut lancée. 2 chiens de recherche accompagnés de leur maître ont été amenés le 19 août. Les chiens ont été mis en présence des vêtements de Thomas, qui se trouvait dans sa voiture, garée au départ du sentier, afin qu'il les renifle. Les 2 chiens ont repéré l'odeur et ont conduit l'équipe avec assurance le long de l'itinéraire indiqué par Thomas. Le sentier traversait la forêt, montait la pente et traversait des prairies alpines parsemées de fleurs sauvages. À une altitude d'environ 3100 mètres, là où la forêt s'arrêtait et où commençait un vaste champ de granit, une zone de roches nues de plusieurs hectares, les chiens se sont arrêtés. Ils ont reniflé le bord du champ de granit, ont tourné en rond et ont essayé de reprendre la piste. Mais celle-ci disparaissait sur la roche. Toutes les tentatives pour diriger les chiens autour du champ de granit afin de trouver la piste de l'autre côté ont échoué. Les opérations de recherche furent élargies. À la fin de la semaine, 50 gardes forestiers et bénévoles travaillaient sur place, passant au peigne fin la zone dans un rayon de 10 miles autour du champ de granit. Des hélicoptères survolaient donc les montagnes, inspectant les canyons reculés et les zones difficiles d'accès. Des alpinistes inspectaient les pentes raides et les crevasses. Chaque mètre carré fut minutieusement inspecté. 2 semaines de recherches intensives n'ont donné aucun résultat, aucun vêtement, aucun équipement, aucune trace de Thomas. C'était comme s'il s'était évaporé dans les airs sur ce champ de granit. À la fin du mois d'août, les recherches officielles ont été suspendues.
L'affaire restait ouverte, mais il n'y avait aucune piste. La femme, les parents et les amis de Thomas n'ont pas perdu espoir. Ils ont organisé des recherches privées chaque week-end pendant les mois suivants. Ils ont inspecté des zones reculées et engagé des chercheurs professionnels. Une récompense de 22 000 $ a été offerte pour toute information. Mais les mois se sont transformés en années et l'espoir s'est lentement évanoui. Un an plus tard, en août 1990, Thomas Gordon a été officiellement déclaré mort. La famille a organisé une cérémonie commémorative, même en l'absence de corps. La vie a continué, mais les questions sont restées sans réponse. Le 22 septembre 1991, exactement 2 ans et 39 jours après la disparition de Thomas, un groupe de 4 randonneurs parcourait une partie reculée de la forêt à environ 65 km au nord de l'endroit où Thomas avait disparu, près de la frontière du Montana. C'était une région isolée où les gens s'aventuraient l'année rarement. Vers midi, les randonneurs ont remarqué un homme qui marchait vers eux sur le sentier. Il avançait lentement et d'un pas chancelant, comme s'il était désorienté. À mesure qu'il se rapprochait, il devint évident que l'homme était en mauvais état, émacié, avec une longue barbe, vêtu de vêtements sales et déchirés. Les touristes l'interpellèrent. L'homme s'arrêta et les regarda d'un air confus. « Ça va ? Vous avez besoin d'aide ?» demanda l'un des touristes. L'homme acquiesça, mais ne semblait pas comprendre où il se trouvait. Les touristes lui ont donné de l'eau et de la nourriture. Il a bu goulûment, comme un homme qui n'avait pas bu depuis longtemps. « Comment vous appelez-vous ? Que vous est-il arrivé ?» lui ont demandé les touristes. « Thomas Gordon », a-t-il répondu d'une voix rauque. L'un des touristes s'est souvenu de ce nom. Il y a 2 ans, les médias avaient rapporté la disparition d'un ingénieur de Salt Lake City dans la chaîne de montagnes Wind River. Était-ce lui ? Thomas fut transporté par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Les médecins procédèrent à un examen préliminaire. Il était gravement déshydraté, émacié et pesait environ 15 kilos de moins que son poids normal. Cependant, il ne présentait aucune blessure grave, aucune fracture, aucune coupure profonde, aucun signe d'attaque animale, juste un épuisement et une déshydratation extrême. La famille de Thomas fut immédiatement prévenue. Sa femme s'est envolée pour le Wyoming le soir même. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre et a vu son mari, vivant mais émacié, elle n'en croyait pas ses yeux. Larmes, étreintes et questions sans réponse. Lorsque Thomas a repris suffisamment conscience pour parler de manière cohérente, il a insisté sur quelque chose d'impossible. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous parlez tous de 2 ans ? Cela ne fait que 4 jours que j'ai commencé ma randonnée. 4 jours, pas 2 ans. » Sa femme lui expliqua que nous étions le 22 septembre 1991. Il avait disparu le 14 août 1989. 2 ans et 39 jours s'étaient écoulés. Thomas la regarda avec incompréhension et crainte. « C'est impossible. Je me souviens avoir commencé la randonnée lundi matin. Je grimpais vers le champ de granit. C'était hier ? Avant-hier ? Pas il y a 2 ans. Les médecins ont procédé à un examen médical approfondi. Les résultats étaient choquants. Biologiquement, le corps de Thomas montrait des signes de famine depuis environ 5 à 6 jours, pas plus. Perte de poids, déshydratation, fonte musculaire. Tout correspondait à une personne qui avait passé environ 1 semaine sans nourriture, ni eau en quantité suffisante. Mais pas 2 ans. Sa barbe avait poussé pendant environ 1 mois, peut-être un peu plus. Pas 2 ans. Ses cheveux étaient la moitié plus longs, mais là encore, ils avaient poussé pendant environ 1 mois, pas 2 ans. Ses ongles des mains et des pieds avaient tout également poussé pendant environ 1 mois. Les vêtements de Thomas étaient usés, déchirés et sales, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre après 2 ans passés dans la nature.
Ses chélis chaussures sombres de randonnée étaient donc étonnamment en bon état. Les semelles 20 terci modérément usées, les coutures intactes. Des chaussures portées de pendant 2 ans en terrain montagneux auraient eu un aspect tout à fait différent. Le détail le plus étrange était la montre à son poignet. La montre mécanique que Thomas portait depuis des années s'était arrêtée. Les aiguilles étaient figées à 12h47. La date indiquée sur le cadran était le 14 août 1989, le jour de sa disparition. L'équipe d'enquêteurs interrogea Thomas à plusieurs reprises. Son récit resta inchangé. Il se souvenait avoir commencé sa randonnée le matin du 14 août. Il se souvenait avoir gravi le sentier, appréciant la vue. Vers midi, il avait atteint un champ de granit à une altitude d'environ 3170 mètres. « Je me suis arrêté pour me reposer et boire un peu d'eau », a déclaré Thomas. « Je me suis assis sur un gros rocher plat et j'ai observé les environs. Tout était normal. Puis j'ai ressenti un étrange vertige. Ce n'était pas comme le mal des montagnes. Je suis habitué à l'altitude. C'était autre chose. L'air semblait vibrer. J'entendais un faible bourdonnement qui semblait venir de partout et de nulle part, à la fois. » Thomas a poursuivi. « J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. Le vertige s'est aggravé. Tout autour de moi a commencé à devenir flou, comme si je regardais à travers de l'eau. Puis l'obscurité. J'ai perdu connaissance. La seule chose dont je me souvienne ensuite, c'est de m'être réveillé sur une sorte de sentier. C'était le matin, le soleil venait de se lever. J'étais allongé sur le sol, mon sac à dos était à côté de moi. J'avais mal à la tête, la bouche sèche. Je pensais être tombé et m'être cogné la tête, perdant connaissance pendant la nuit. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi. La région m'était inconnue. Je ne reconnaissais pas l'endroit. J'ai commencé à marcher le long du sentier dans l'espoir de trouver des repères familiers. J'ai marché pendant 1 jour, 2, 3. Je n'avais plus de nourriture. Je n'avais plus d'eau. J'ai commencé à réaliser que j'étais sérieusement perdu. Puis j'ai rencontré ces touristes. Je pensais que 4, peut-être 5 jours s'étaient écoulés. Pas 2 ans. Les psychologues ont effectué une série de tests. Détecteur de mensonges, évaluation cognitive, vérification de troubles mentaux. Les résultats étaient bien précis. Thomas ne mentait pas. Il croyait sincèrement ce qu'il disait. Il n'y avait aucun signe de tromperie, de schizophrénie ou de troubles dissociatifs. Ses cartes et souvenirs des événements précédant sa disparition étaient bien clairs, détaillés et cohérents. Des experts en amnésie ont été consultés. Thomas avait peut-être subi un grave traumatisme crânien qui avait provoqué une amnésie rétrograde, c'est-à-dire une perte de mémoire des événements survenus après un certain moment. Il aurait pu survivre 2 ans dans la nature, puis subir une blessure, effacer sa mémoire et créer un faux souvenir selon lequel seuls quelques jours s'étaient écoulés. Mais cette théorie n'expliquait pas les données biologiques. Le corps de Thomas ne présentait aucun signe de survie pendant 2 ans dans la nature. Elle n'expliquait pas les montres arrêtées. Elle n'expliquait pas l'état de ses vêtements et de ses chaussures. Une autre version était que Thomas avait passé tout ce temps quelque part dans la civilisation, souffrant peut-être d'amnésie, puis était retourné dans les montagnes peu avant d'être retrouvé. Les enquêteurs ont vérifié cette version. Les comptes bancaires de Thomas n'avaient montré aucune activité pendant 2 ans. Ses cartes de crédit n'avaient pas été utilisées. Personne ne l'avait vu dans aucune ville, aucune station-service ni aucun magasin. S'il avait passé 2 ans quelque part dans la civilisation, comment avait-il survécu sans argent ni papier? Des physiciens et des météorologues ont été consultés au sujet des vibrations de l'air et des grondements décrits par Thomas. Pouvait-il s'agir d'un phénomène naturel tel qu'un tremblement de terre ou une anomalie atmosphérique?
Les enregistrements de la station sismique pour le 14 août 1989 ne montraient aucune activité dans la région de Wind River Range. Les données météorologiques étaient également normales. Aucun phénomène anormal n'avait été enregistré. Les gardes forestiers sont retournés dans le champ de granit, où les chiens de recherche avaient perdu la trace de Thomas 2 ans plus tôt. Ils ont procédé à une inspection minutieuse de la zone. Ils ont vérifié leur boussole. Peut-être qu'une anomalie magnétique avait causé une désorientation. Les boussoles fonctionnaient normalement. Aucune anomalie n'a été constatée. L'histoire de Thomas Gordon fit sensation dans les médias. Des journalistes de tout le pays vinrent de l'interviewer. Les gros titres criaient au portail temporel, au phénomène paranormal et au mystère du Wyoming. Thomas évita la plupart des interviews. Il voulait retrouver une vie normale, mais c'était impossible. Quelques mois plus tard, lorsque le battage médiatique s'est un peu calmé, Thomas était retourné à Salt Lake City. Il a essayé de reconstruire sa vie, mais tout avait changé en 2 ans. Son emploi avait été confié à quelqu'un d'autre. Ses amis le croyaient mort, puis il était soudainement revenu, mais il ne se souvenait pas des 2 dernières années. Certains le regardaient avec suspicion, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec crainte. Thomas et sa femme ont fini par divorcer. Elle l'aimait, mais elle ne pouvait pas supporter l'étrangeté de la situation, les questions incessantes, le fait que son mari ait perdu 2 ans de sa vie et ne puisse pas expliquer comment. L'affaire a été officiellement classée comme inexpliquée. L'équipe d'enquête a écrit dans son rapport « Thomas Gordon a été retrouvé vivant le 22 septembre 1991, 2 ans et 39 jours après sa disparition. Les preuves médicales et physiques ne correspondent pas à la période de son absence. Il n'y a aucune explication. L'affaire est classée sans suite. » Thomas passa le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Il tint un journal, notant chaque détail de ses souvenirs de cette journée sur le champ de granit. Il tenta de trouver une explication scientifique. Il lut des livres sur la physique, la mécanique quantique et la relativité. Peut-être que la réponse se trouvait quelque part dans ces équations. Des années plus tard, dans une interview accordée à une petite revue scientifique, Thomas a déclaré « Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce champ de granit. Je ne sais pas où j'étais pendant 2 ans. Tout ce que je sais, c'est que 4 jours se sont écoulés pour moi. Pas plus. Mon corps, ma montre, ma mémoire, tout indique 4 jours. Mais le calendrier indique 2 ans. Où était la vérité? J'ai passé 20 ans à essayer de trouver la réponse. Il n'y en a pas. » Thomas Gordon est décédé en 2011, de cause naturelle. L'histoire de ces 2 années, perdues, reste l'une des plus mystérieuses et inexplicables dans les annales des disparitions dans les parcs nationaux. Les scientifiques qui ont étudié le cas n'ont trouvé aucune explication rationnelle. Les sceptiques ont affirmé que Thomas mentait ou souffrait d'une maladie mentale, bien que tous les tests aient démontré le contraire. Les croyants ont parlé d'un miracle ou d'une intervention surnaturelle. Le champ de granit, situé à une altitude de 3170 mètres dans la chaîne de montagnes Wind River, reste un endroit ordinaire. Les touristes y passent régulièrement. Personne d'autre n'a signalé de vibrations ou de bourdonnements étranges. Personne d'autre n'a disparu de manière aussi inexplicable. Mais certains touristes qui connaissent peu l'histoire évitent cet endroit, préférant ne prendre aucun risque. Que s'est-il passé à Thomas Gordon le 14 août 1989, à 12h47? Où était-il pendant 2 ans? Où était-ce 4 jours, comme il l'a prétendu? La nature n'apporte aucune réponse. Certains mystères ne seront peut-être jamais révélés. Il existe des endroits dans les montagnes infinies du Wyoming où le temps s'écoule différemment, ou où le temps n'existe pas du tout. Nous ne le saurons jamais avec certitude.
Le 3 octobre 1993, Sarah Hollis, 26 ans, et son ami Brian Marks ont entrepris une randonnée d'une journée sur la montagne Old Rag, dans le parc national de Shenandoah, en Virginie. C'est l'un des sentiers les plus populaires du parc, un itinéraire pittoresque avec des sections techniques d'escalade qui mènent à un sommet à environ 3200 pieds. Le temps était idéal pour la randonnée. Un ciel d'octobre dégagé, une température d'environ 15 degrés Celsius et une légère brise. Sarah travaillait comme graphiste à Washington, D.C. Brian était programmeur dans la même entreprise. Ils étaient amis depuis plusieurs années et faisaient régulièrement des randonnées le week-end. Tous deux étaient en bonne forme physique et avaient l'habitude de faire de la randonnée en montagne. Ils connaissaient bon comme bien le mont Old Rag, qu'ils avaient escaladé 2 fois au cours de l'année précédente. Le matin du 3 octobre, ils sont arrivés au départ du sentier vers 9 heures. Ils ont signé le registre des visiteurs, laissant des informations sur leur itinéraire et l'heure prévue de leur retour. Ils ont chargé leur sac à dos avec de l'eau, des collations, une trousse de premiers secours et des cartes. Sarah a pris son appareil photo, car elle adorait photographier les paysages. L'ascension a duré environ 3 heures. L'itinéraire était modérément complexe. Ils traversaient la forêt, puis des zones rocheuses ouvertes où ils devaient grimper à l'aide de leurs mains. Pour des randonneurs expérimentés, c'était une aventure agréable, pas extrême, mais suffisamment intéressante. Vers midi, ils ont atteint le sommet. La vue était à couper le souffle. La vallée de Shenandoah s'étendait en contrebas, recouverte des couleurs automnales de la forêt. Sarah a pris plusieurs photos. Ils se sont assis au sommet pendant environ 20 minutes, profitant de la vue, grignotant et se reposant. Vers 12h30, ils ont commencé leur descente. Le chemin de descente suivait le même sentier. Sur les sections étroites, il est d'usage de marcher en file indienne. Brian, en tant que grimpeur plus expérimenté, ouvrait la voie, suivi de Sarah, à environ 20 mètres derrière lui, la distance de sécurité standard. Il s'appelait Rogjuno régulièrement pour vérifier que tout allait bien. Vers 13h15, 45 minutes après avoir commencé leur descente, ils ont traversé une section dégagée du sentier. Il s'agissait d'une crête rocheuse surplombant la vallée. Le sentier était relativement large, environ 1 mètre, et ne présentait aucune difficulté technique. Il s'agissait simplement d'un chemin rocheux longeant la pente. Brian s'est arrêté à un affleurement rocheux pour admirer la vue. Il se tenait dos au sentier, regardant la vallée en contrebas. Sarah aurait dû se trouver à environ 20 mètres derrière lui. Brian a juré plus tard qu'il était resté là pendant pas plus de 40 ou 45 secondes. 1 minute tout au plus. Quand il se retourna, avec l'intention d'appeler Sarah et de lui montrer la vue imprenable, elle avait disparu. Le sentier derrière lui était vide. Brian pensa que Sarah avait pris un peu plus de retard qu'il ne le pensait. Il redescendit le sentier sur quelques dizaines de mètres en appelant « Sarah, où es-tu » Silence. Seul le vent dans les arbres et le cri lointain d'un oiseau se faisaient entendre. Brian commença à s'inquiéter. Il remonta le sentier jusqu'à l'endroit d'où ils étaient partis. La zone était dégagée, il pouvait voir le sentier sur plusieurs centaines de mètres dans les 2 directions. Personne. Sarah n'avait pas pu aller loin en 1 minute, même si elle avait couru. Ce qui aurait été étrange et dangereux sur un sentier de montagne, elle n'aurait pas pu disparaître de sa vue en si peu de temps. Brian se mit à crier plus fort « Sarah! Sarah !» Sa voix résonnait sur les rochers. Pas de réponse. La panique commença à s'installer. Il courut en sens inverse, vérifiant chaque virage, chaque corniche. Peut-être que Sarah avait glissé, était tombée, s'était cogné la tête et gisait inconsciente quelque part hors du sentier. Brian commença à fouiller les environs du sentier. Il descendit quelques mètres sur la pente, regarda entre les rochers
et vérifia tous les endroits où une personne pouvait se trouver. Il cria jusqu'à en avoir la voix rauque. Rien. Sarah avait disparu. Brian passa la demi-heure suivante à la chercher désespérément. Il fit plusieurs fois l'aller-retour le long du sentier. Il fouilla tous les endroits possibles dans un rayon de 100 mètres. Il vérifia le bord de la falaise. Peut-être que Sarah s'était trop approchée du bord, avait perdu l'équilibre et était tombée. Mais le bord était loin du sentier, et il n'y avait aucune trace, pas d'empreinte, pas de branches cassées, pas de terre remuée. Brian a compris qu'il devait descendre pour appeler à l'aide. Il s'est rapidement mis à descendre vers le poste des gardes forestiers. La descente lui a pris environ 1h30. Il a pratiquement couru, mettant sa propre sécurité en danger. À 3h30, il a fait irruption dans le poste des gardes forestiers, haletant, les yeux écarquillés de panique. Ma petite amie a disparu. Elle était sur le sentier, à 20 mètres derrière moi. Je me suis détourné 1 minute et elle avait disparu. Nous devons retourner la chercher. Le garde forestier organisa immédiatement une équipe de recherche préliminaire. À 17h, 6 gardes forestiers et bénévoles avaient gravi la pente jusqu'à l'endroit indiqué par Brian. Ils commencèrent à fouiller la zone. Ils appelèrent Sarah. Ils vérifièrent chaque recoin. Le soleil se couchait, la lumière déclinait. À 19h, il faisait nuit. Les recherches ont été suspendues jusqu'au lendemain matin, car il était dangereux de travailler sur les sentiers de montagne la nuit. Brian a passé la nuit au poste des gardes forestiers, incapable de dormir. La culpabilité et la peur le tourmentaient. Où était Sarah? Que lui était-il arrivé? Pourquoi s'était-il détourné? Pourquoi n'avait-il pas vérifié si elle était toujours là? À l'aube, une opération de recherche à grande échelle a été lancée. Plus de 300 bénévoles, des gardes forestiers de différents parcs, des policiers, des bénévoles des services locaux de recherche et de sauvetage, ainsi que des amis et collègues de Sarah venus de Washington, sont arrivés au parc. La zone a été divisée en secteurs. Chaque secteur a été minutieusement passé au peigne fin. Un hélicoptère a survolé la zone à la recherche de tout signe. Vêtements de couleurs vives, sac à dos, personne. Les alpinistes ont descendu toutes les falaises accessibles, vérifiant les crevasses et les corniches. Les plongeurs ont fouillé les ruisseaux et les petits bassins de la vallée en contrebas, pensant que Sarah avait peut-être chuté et avait été emportée par l'eau. Le deuxième jour, 6 chiens de recherche et leur maître ont été amenés sur place. Les chiens ont été mis en présence des vêtements de Sarah, qui se trouvaient dans sa voiture sur le parking afin qu'il les renifle. Les 6 chiens ont détecté son odeur à l'endroit où Brian l'avait vue pour la dernière fois. La piste descendait le sentier dans la direction de la descente sur environ 200 pieds. Puis, elle tournait brusquement à gauche, s'éloignant du sentier vers le bord de la falaise. Les chiens ont conduit leur maître à travers les broussailles et les rochers jusqu'au bord. Au bord même, les 6 chiens se sont arrêtés. Ils ont commencé à gémir, de longs gémissements lugubres. Ils refusaient d'aller plus près. Leurs maîtres ont essayé de les diriger plus loin, mais les animaux ont catégoriquement refusé d'avancer. L'un des maîtres chiens a expliqué « La piste est claire. Elle marchait ici, vers la falaise. La piste s'arrête au bord. Soit elle a sauté, soit elle est tombée. Mais les chiens ont peur. Ils ne veulent mis de pas s'en approcher. J'ai déjà vu ce comportement auparavant, généralement lorsqu'ils sentent la mort. » Les sauveteurs ont descendu la falaise. La hauteur était d'environ 45 mètres. Ce n'était pas une paroi abrupte, mais une pente raide avec des corniches et des rochers. Si Sarah était tombée, elle devait se trouver quelque part en dessous. L'équipe a méthodiquement fouillé toute la pente. Ils ont vérifié chaque corniche, chaque crevasse, chaque endroit où un corps aurait pu rester coincé. Ils n'ont rien trouvé. Personne, aucun vêtement, aucun sac à dos, aucun appareil photo. Rien. En bas, dans le canyon, au pied de la falaise,
Une autre équipe fouillait la zone. Ils ont vérifié entre les rochers, sous les arbres tombés, dans les zones envahies par la végétation. Ils ont longé le ruisseau, vérifiant l'eau et les berges. 4 jours de recherche intensive n'ont donné aucun résultat. L'équipe d'enquêteurs a interrogé Brian à plusieurs reprises. Son récit est de rester inchangé. Il a tourné le dos au sentier pendant 1 minute tout au plus. Lorsqu'il s'est retourné, Sarah avait disparu. Il n'a entendu aucun cri, aucun bruit de chute, rien d'inhabituel, juste le silence. Le détecteur de mensonges a montré que Brian disait la vérité. L'évaluation psychologique n'a révélé aucun signe de tromperie ou de trouble mental. Il ne comprenait vraiment pas ce qui était arrivé à Sarah. Son chagrin était sincère. La théorie de l'accident était la plus plausible. Les experts ont émis l'hypothèse que Sarah s'était éloignée du sentier pour se rendre au bord de la falaise pour une raison quelconque. Peut-être parce qu'elle avait vu quelque chose d'intéressant et voulait prendre une photo du paysage. Elle s'était trop approchée du bord, le sol sous ses pieds avait cédé et elle était tombée. Mais cela n'expliquait pas pourquoi son corps n'avait pas été retrouvé. La falaise avait été fouillée de fond en comble. Si elle s'était perdue, elle aurait dû être retrouvée. Une autre version était que Sarah était partie volontairement. Peut-être souffrait-elle d'une dépression dont personne n'avait connaissance. Peut-être avait-elle décidé de mettre fin à ses jours en sautant de la falaise, et son corps avait-il été emporté d'une manière ou d'une autre. Mais les proches de Sarah rejetèrent cette version. Elle était une personne heureuse, aimait la vie et n'avait aucun problème pouvant la conduire au suicide. Et encore une fois, où était le corps? Une théorie criminelle a également été étudiée. Peut-être que quelqu'un se trouvait sur le sentier, avait attaqué Sarah et emporté son corps. Mais tous les autres touristes qui s'étaient enregistrés au parc ce jour-là ont été interrogés et contrôlés. Personne ne se trouvait dans la zone au moment critique. Et comment quelqu'un aurait-il pu emporter une femme adulte d'un sentier de montagne en 1 minute sans être remarqué par Brian, qui se trouvait à seulement 20 mètres? Au bout de 2 semaines, les recherches officielles ont été interrompues. La famille de Sarah a organisé des recherches privées qui ont duré des mois. Ils ont engagé des chercheurs professionnels, des chiens et même des médiums. Une récompense de $50 000 a été offerte. Rien. Sarah Hollis n'a jamais été retrouvée. L'affaire reste ouverte, classée comme disparition inexpliquée. Brian ne s'est jamais remis de cette journée. Il a quitté son emploi et a quitté Washington. Pendant des années, il a été hanté par des cauchemars. Il voyait Sarah marcher derrière lui sur le sentier, puis elle disparaissait. Il se réveillait en sueur, criant son nom. Dans une interview plusieurs années de plus tard, Brian a déclaré « J'ai passé des milliers d'heures à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis détourné pendant moins d'1 minute. Le sentier était dégagé. La visibilité était des bonnes. Il est physiquement impossible d'aller très loin en si peu de temps. J'ai vérifié tous les endroits possibles. Elle a simplement disparu, comme si elle s'était évaporée dans les airs. » Des théories de paranormal ont également vu le jour. Certains ont parlé d'une anomalie temporelle, de portail et d'enlèvement. Les sceptiques rejettent ces idées comme étant fantaisistes. Mais pour la famille de Sarah, l'explication n'a pas d'importance. Ils veulent simplement savoir ce qui lui est arrivé. Ils veulent la retrouver, lui offrir un enterrement digne et trouver la paix. 32 ans se sont écoulés depuis ce jour d'octobre. Sarah aurait aujourd'hui 58 ans. Elle aurait peut-être une famille, des enfants et une carrière. Au lieu de cela, elle était devenue une statistique de plus. Un nom de plus sur la longue liste des personnes qui ont disparu, sans laisser de traces dans la nature sauvage américaine, sans explication, sans réponse.
Le 26 juin 1987, Michael Fitzpatrick, 44 ans, professeur d'histoire à Portland, dans l'Oregon, est arrivé au parc national de Crater Lake pour passer le week-end avec sa femme Dorothy. C'était leur rituel annuel de passer quelques longs jours chaque été dans le parc, à admirer le lac le plus profond des États-Unis. Michael enseignait l'histoire américaine au lycée depuis 20 ans et était un homme calme et méthodique qui aimait la nature et la photographie. Le couple séjournait au camping Mazama, à environ 1800 mètres d'altitude. Le temps était parfait. Fin juin, ciel dégagé et température avoisinant les 21 degrés Celsius. Le samedi matin, ils ont décidé de longer la Rim Drive. Cette route panoramique fait le tour du lac à 2100 mètres d'altitude et offre une vue imprenable sur le cratère et les eaux d'un bleu profond. Vers 11 heures, le couple s'est garé à Watchman Overlook, l'un des points de vue les plus populaires du parc. Il y avait quelques autres touristes au belvédère, des familles avec des enfants, un couple de personnes âgées. Au total, 8 personnes, sans compter les Fitzpatrick. Michael est sorti de la voiture le premier. « Je vais aller admirer la vue et prendre quelques photos », a-t-il dit à sa femme. Dorothy est restée dans la voiture, sortant l'appareil photo du sac posé sur la banquette arrière. Michael s'est dirigé vers la balustrade, à environ 10 mètres du parking. Dorothy a expliqué plus tard « Je cherchais l'appareil photo dans le sac. Il y avait beaucoup de choses dedans. Des collations, des bouteilles d'eau, des cartes. Il m'a fallu environ 2 minutes pour le trouver. Pas plus. Quand je suis sorti de la voiture avec l'appareil photo, je m'attendais à voir Michael près de la balustrade, mais il n'était pas là. Elle s'est dirigée vers la balustrade. Sous ses pieds, il y avait un immense précipice d'environ 300 mètres jusqu'à la surface du lac. L'eau d'un bleu profond scintillait en contrebas. « Michael !» cria-t-elle. Seul un écho rebondit sur les falaises calcaires. « Michael, où es-tu » Dorothy commença à regarder autour d'elle. Peut-être était-il allé de l'autre côté de la plateforme, vers un autre point de vue. Elle fit le tour. Plusieurs touristes la regardèrent avec curiosité. « Excusez-moi, avez-vous vu mon mari ? Il est tout grand, il porte une chemise bleue, et il était juste ici, près de la balustrade. » Un homme répondit « J'ai vu un homme s'approcher de la barrière il y a quelques minutes. J'ai été distrait par les enfants pendant 1 seconde. Quand j'ai regardé à nouveau, il était parti. J'ai pensé qu'il était retourné à la voiture. » Dorothy courut vers leur voiture. Michael n'était pas là. La voiture était vide. Ses affaires, un sac à dos, une bouteille d'eau, un chapeau, étaient posés sur le siège passager. La panique commença à s'installer. Où était-il ? Elle retourna à la balustrade et regarda en bas de la falaise. Une pensée terrible lui traversa l'esprit. Était-il tombé ? Mais la balustrade était solide, haute d'environ 1 mètre. Pour tomber, il aurait fallu qu'il grimpe délibérément par-dessus ou qu'il fasse un faux pas. Michael était quelqu'un de prudent. Il ne prenait pas de risques. Dorothy interrogea les autres touristes présents au belvédère. Personne n'avait vu où était passé l'homme à la chemise bleue. L'un d'eux dit l'avoir vu près de la balustrade, puis avoir été distrait. Une autre femme ne se souvenait pas du tout d'un homme à la chemise bleue. Tout le monde était occupé à ses propres activités, à prendre des photos, à regarder le lac. 20 minutes plus tard, Dorothy se rendit en voiture au poste de garde forestier le plus proche. À midi, 2 gardes forestiers étaient arrivés au belvédère Watchman. Ils commencèrent immédiatement les recherches. Ils inspectèrent toute la plateforme d'observation et les sentiers qui en partaient au nid. Ils descendirent un peu le long de la pente, vérifiant si l'homme gisait inconscient quelque part en contrebas. Le soir venu, 10 gardes forestiers travaillaient sur le site. Ils ont fouillé la zone dans un rayon d'1 kilomètre autour du belvédère. Ils ont vérifié tous les sentiers, tous les endroits où une personne aurait pu se rendre à pied. Ils ont crié le nom de Michael.
Rien. Le lendemain, une opération de recherche à grande échelle a été organisée. 4 chiens de recherche accompagnés de leur maître ont été amenés sur le site. Les chiens ont reçu la chemise de Michael, qui se trouvait dans ses affaires dans la voiture, pour la renifler. Les 4 chiens se sont approchés de l'endroit où Michael avait été vu pour la dernière fois, près de la clôture, et les 4 chiens ont refusé de travailler. Ils ont reniflé la clôture, ont regardé en bas de la falaise et ont commencé à gémir. Un berger allemand s'est soudainement mis à hurler longuement et plaintivement. Les autres se sont éloignés de la clôture, la queue entre les pattes. Toutes les tentatives des maîtres chiens pour diriger les chiens le long du sentier ont échoué. L'un des maîtres chiens a expliqué « Ils sentent autant clairement quelque chose près de la clôture, mais ils refusent, monsieur, de continuer. Ce comportement est habituel lorsqu'ils sentent la mort ou quelque chose qui les effraie. » Une équipe de grimpeurs a descendu la falaise jusqu'au lac. Ils ont vérifié chaque corniche et chaque crevasse où un corps aurait pu se coincer. Ils ont atteint l'eau et ont fouillé le rivage. Ils n'ont rien trouvé. Des plongeurs ont fouillé le fond du lac dans la zone située juste en dessous du belvédère Watchman. Le lac Crater a une profondeur de 1949 pieds, ce qui en fait le plus profond des États-Unis. L'eau y est froide et claire. La visibilité est bonne jusqu'à 100 pieds. Les plongeurs ont inspecté le fond dans un rayon de 500 pieds autour du point situé directement sous le belvédère. Il n'y avait aucun corps. Des hélicoptères ont survolé le parc. Plus de 400 bénévoles ont ratissé les bois autour du lac. Tous les sentiers dans un rayon de 10 miles ont été inspectés. Chaque jour, les équipes de recherche ont exploré de nouvelles zones. 12 jours de recherches intensives n'ont donné aucun résultat. L'équipe d'enquête a interrogé tous les touristes qui se trouvaient à la plateforme d'observation ce matin-là. Leurs récits étaient vraiment similaires. Personne n'avait vu où Michael était parti. Un témoin a déclaré l'avoir vu près de la clôture, puis avoir détourné le regard pendant 1 seconde. Et quand il a regardé à nouveau, l'homme avait disparu. Dorothy a été interrogée à plusieurs reprises. Michael avait-il des raisons de disparaître? Des problèmes dans son couple? Des difficultés financières? Une dépression? Dorothy a catégoriquement nié tout cela. Leur mariage était heureux. Ils étaient financièrement stables. Michael aimait son travail, ses élèves et sa vie. Il n'avait aucune raison de disparaître ou de se faire du mal. La théorie de l'accident semblait la plus plausible. Michael avait peut-être escaladé la balustrade pour prendre une meilleure photo, avait perdu l'équilibre et était tombé. Mais les sauveteurs ont fouillé minutieusement toute la pente en contrebas de la plateforme d'observation. Il n'y avait pas de corps. S'il était tombé dans l'eau, les plongeurs auraient donc dû trouver le corps, au fond. Il n'y a pas de courant dans le lac. C'est un cratère volcanique fermé, rempli d'eau de pluie et de neige. Après 2 semaines, les opérations de recherche officielles ont été interrompues. La famille a organisé des recherches privées qui ont duré des mois. Dorothy ne pouvait pas accepter cette perte. Chaque week-end, elle se rendait au parc et fouillait les mêmes endroits, encore et encore. À l'automne 1989, 2 ans et 3 mois après la disparition de Michael, un groupe de randonneurs marchait le long de la rive du lac, de l'autre côté du belvédère Watchman, à environ 13 km de là. C'était une zone isolée et difficile d'accès où les gens s'aventuraient rarement. Parmi les rochers sur la rive, ils ont découvert des ossements humains, un crâne, plusieurs côtes et des os de jambes. Les autorités ont été immédiatement prévenues. L'examen médico-légal et l'analyse ADN ont pris plusieurs semaines. Les résultats ont confirmé que les restes étaient ceux de Michael Fitzpatrick. Le pathologiste n'a pas pu déterminer la cause du décès en raison de l'état des restes. 2 ans passés à l'exposition des éléments, pluie, neige, animaux, n'avaient laissé que des os. Il n'y avait aucun signe de traumatisme indiquant une mort violente ou une chute d'une grande hauteur.
Les os n'étaient que des os. L'équipe d'enquêteurs a tenté de reconstituer les événements. Comment le corps de Michael s'était-il retrouvé de l'autre côté d'un vaste lac, à 13 km du lieu de sa disparition? Plusieurs théories ont été avancées. Première théorie, Michael aurait quitté le belvédère à pied, fait le tour du lac et serait mort de cause naturelle ou d'un accident de l'autre côté. Mais cela aurait nécessité de parcourir environ 25 km sur un terrain accidenté. Pourquoi? Et pourquoi n'en a-t-il pas parlé à sa femme? Et pourquoi les chiens de recherche ont-ils conduit à la falaise et non loin de celle-ci? Deuxième théorie, Michael est tombé à l'eau depuis le belvédère Watchman Overlook, s'est noyé et son corps a été emporté par les courants sous-marins jusqu'à la rive opposée. Mais les hydrologues qui ont étudié le lac n'ont trouvé aucun courant significatif. Il s'agit d'un cratère fermé. L'eau y est relativement calme. Même s'il y avait eu un courant, le corps n'aurait pas parcouru 13 km au fond du lac en 2 ans pour finir d'une manière ou d'une autre sur la rive. Troisième théorie, quelqu'un a tué Michael, a déplacé le corps de l'autre côté du lac et l'y a laissé. Mais pourquoi? Michael n'avait pas d'ennemis. Il n'y avait aucun motif de meurtre. Et comment le meurtrier aurait-il pu transporter le corps d'un homme adulte sur 13 km à travers un terrain montagneux sans se faire remarquer? Le mystère restait entier. Comment les ossements ont-ils pu apparaître seulement 2 ans plus tard, dans un endroit qui avait été fouillé à plusieurs reprises lors des premières recherches? Les équipes de recherche ont inspecté toute la rive du lac. Si le corps s'était trouvé là depuis le début, ils auraient dû le trouver. Dorothy a enterré les restes de son mari. La cérémonie a été calme et modeste. Elle n'a jamais obtenu de réponse liée à ces questions. Comment Michael a-t-il pu disparaître en 2 minutes d'une plateforme d'observation ouverte? Comment son corps s'est-il retrouvé à 8 miles de là? Pourquoi les ossements ne sont-ils apparus que 2 ans plus tard? L'histoire de Michael Fitzpatrick est devenue l'un des nombreux mystères du lac Crater. Les gardes forestiers locaux disent que le lac dégage une atmosphère étrange. Certains touristes rapportent des sensations inexplicables, vertiges, désorientation à certains points d'observation. Les Amérindiens considéraient le lac comme un lieu sacré et dangereux, où les esprits habitent dans les profondeurs. 38 ans se sont écoulés depuis ce jour de juin. Watchman Overlook reste une plateforme d'observation très populaire. Des milliers de touristes la visitent chaque été. La plupart d'entre eux ignorent l'histoire de Michael Fitzpatrick. Mais ceux qui la connaissent s'approchent de la balustrade avec un sentiment particulier, un mélange de crainte et de respect pour les eaux d'un bleu profond qui gardent leur secret aussi profondément que les 594 mètres de leur fond. C'est tout, les amis. Si vous avez trouvé cela intéressant, mettez un pouce vers le haut, donnez votre avis dans les commentaires et rendez-vous dans de nouvelles vidéos. À bientôt.